Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui porte en lui un amour proverbial pour les monstres, qu'ils soient réels, purement imaginaires ou tout droit sortis des temps sauvages de l'ère préhistorique. En bons enfants de la fin du XXe siècle que nous sommes, nous avons gardé dans nos cœurs une place toute spéciale aux T-Rex, Brontosaures, Diplodocus et autres raptors, surtout depuis une certaine année 1993, date à laquelle nous fûmes quelques millions à découvrir sur grand écran que Spielberg avait, outre ses autres qualités, le pouvoir de faire revivre les dinosaures, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. Si la saga a suivi par la suite une route chaotique, ponctuée par un catastrophique Jurassic World en 2015 dont nous avions dit le plus grand mal ici même, c'est tout de même avec une pointe de curiosité que nous attendons la suite. Jurassic World Fallen Kingdom, ne serait-ce que du fait de la présence aux commandes du très doué Juan Antonio Bayona. Nos attentes ont-elles été satisfaites, déçues, surpassées? La réponse tout de suite grâce au trio de fiers et farouches Triceratops réunis ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas, t'as vu, j'ai mis un t-shirt Triceratops. C'est vrai qu'il y a un t-shirt Triceratops, ça marche très bien. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Toto. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 143 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Même si comme nous vous avez vécu le précédent Jurassic World comme une insulte personnelle, sans doute avez-vous en tête au moins les grandes lignes du script, à savoir la fin dans le sang et les flammes du parc de dinosaures d'Isla Nublar, ce qui n'était finalement pas si étonnant vu comment s'était terminée la première tentative et vu également que cette fois-ci les propriétaires du lieu avaient eu l'idée géniale de créer de toutes pièces un Uber dinosaure qui leur a très justement mis la misère. Nous voici donc de retour sur l'île aux côtés notamment de Owen alias Chris Pratt, le dresseur de raptors, et de Claire alias Bryce Dallas Howard, championne du monde de 100 mètres en talons, tous deux rescapés du film précédent qui refont le voyage jusqu'à Isla Nublar pour tenter de sauver les dinos laissés sur place menacés par l'irruption d'un volcan. Mais évidemment plusieurs intérêts vont s'affronter et rien ne se passera comme prévu. Life cannot be contained. Life breaks free. Life finds a way. C'est donc signé Juan Antonio Bayona, on l'a dit, qu'on aime beaucoup, notamment à cause de l'orphelinat, de The Impossible et de quelques minutes après minuit, trois grands moments qui ne le prédisposaient pas forcément à se retrouver balancé sur une franchise comme Jurassic Park, mais on va en causer. Au casting donc, outre Pratt et Dallas Howard, il y a Jeff Goldblum, dont c'est le grand retour dans la saga, mais aussi B.D. Wong, James Cromwell ou encore Geraldine Chaplin, actrice fétiche de Bayona qu'on retrouve dans tous ses longs métrages. Votre avis sur tout ça, les amis? Je vais être obligé de donner la parole à Perrine en premier, en tant que Jurassico-fan de premier ordre, en tant que membre de la loge des fans de Jurassic Park. Présidente. Fondatrice. Présidente, fondatrice, un petit peu tout ça. En 94. Dès l'année suivante. Non, bah oui, je m'attendais un petit peu à débuter parce que c'est pas comme si j'avais pas dit depuis 40 fois à peu près. Oui. Depuis que je fais cette émission, c'est-à-dire ça fait pas si longtemps que ça, mais au moins 40 fois j'ai dit que j'étais une fan hardcore de Jurassic Park, j'allais dire Jurassic World, mon certainement Dieu. Pas. Et mon Dieu, non, mais de Jurassic Park. Et en effet, j'attendais ce film avec beaucoup d'a priori, beaucoup d'impatience évidemment, et très angoissée parce que Jurassic World avait été une déception monstrueuse, un film qui était trop conscient de ce qu'il était, un peu trop méta, un peu trop rigolard, et moi c'était pas, enfin, j'ai l'impression de cracher sur ce qui était quand même une belle franchise jusque là. Enfin, on va oublier peut-être un peu le 3, mais une belle franchise jusque-là. Et là, d'un seul coup, je débarque à Jurassic World 2, Fallen Kingdom, avec un a priori positif, c'est-à-dire que ce que tu disais, c'est Bayona qui fait le film, et t'as cité l'orphelinat, The Impossible et quelques minutes après minuit, et c'est marrant parce qu'on retrouve un peu de tout ça, évidemment, dans ce Jurassic World. On sait avec The Impossible que Bayona sait filmer une catastrophe naturelle, et plutôt très très bien. On sait avec quelques minutes après minuit qu'il sait filmer un monstre, les terreurs de l'enfance, l'angoisse, etc. On sait dans l'orphelinat qu'il sait gérer quelque chose qui se passe dans un lieu clos. Donc en soi, tout préparé à ça. En fait, finalement, on n'attendait pas Bayona sur Jurassic World, mais finalement tout le préparait à ce Jurassic World 2 en fait. Et ma réception est plutôt
positive en fait avec Jurassic World, vraiment positive en soi. J'ai des remarques à faire, je pense qu'on les établira tout le long de cette émission. Mais de prime abord, en fait, le film est assez coupé en deux. Il y a vraiment deux parties dans ce film. Une partie Rescue the Animal au début, puis une partie de on a fait de la merde et ça se passe mal un petit peu comme d'habitude avec Jurassic Park. Et on voit en même temps que donc je ne sais plus qui est au scénario, il y a Colin Trevorrow d'une part et je ne sais plus qui est le deuxième, mais ils ont bien compris d'une part certaines erreurs du premier et surtout ils ont bien compris qu'il fallait jouer avec le matériel de base. Oui. Et donc le film est un peu un mélange pur et dur de Jurassic Park et de Jurassic Park Le Monde Perdu. C'est vraiment un pur mélange des deux en termes d'enjeux, en termes de scénario, avec beaucoup moins de subtilité que Jurassic Park, mais on retrouve quand même ces deux arcs-là. Et c'est ça qui, moi, m'a beaucoup plu, parce que je me suis dit qu'il y avait un espèce de respect du matériel de base, il y avait une notion de jouer avec ce matériel-là. Notamment, je prends l'exemple, je rentre un petit peu tout de suite dans le vif, mais il y a un personnage de petite fille dans le film qui est un enjeu au niveau du scénario, mais en tout cas il est un MacGuffin, je sais pas trop quoi dire, mais en tout cas c'est un personnage important plus ou moins du scénario. Mais ce qui m'a intéressé chez elle, c'est pas tant ce qu'elle représentait, c'était plus ce qu'elle faisait. Et c'est très amusant de la voir réagir. Et elle réagit exactement, je dis bien exactement, au millimètre près, au geste près, de la même façon que le personnage de Tim dans Jurassic Park. Elle a les mêmes attitudes, elle fait la même chose. Il y a des séquences, c'est du copier-coller. C'est assez impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire quelque chose, en fait. C'est-à-dire que dans le premier film, Tim réagissait à la peur des dinosaures. C'est-à-dire que d'un seul coup, il se faisait attaquer, on réagit, on survit, c'est un besoin, c'est nécessaire. Le dinosaure est l'ennemi à ce moment-là. On a peur de lui. Et ce personnage de petite fille, dont j'ai oublié le prénom, si quelqu'un peut m'aider. Non, personne ne se souvient de son nom. Non, désolé. Mais voilà, bon, c'est pas grave. J'essaye de l'oublier, personne. Oh, d'accord. Mais voilà, ce qui est intéressant dans cette donc elle réagit exactement de la même façon, mais pas du tout vis-à-vis des dinosaures, vis-à-vis des êtres humains. Elle réagit de cette même façon. Et c'est ce qui veut dire que d'un seul coup, on a transposé, on a changé, on a biaisé le sujet. C'est-à-dire que d'un seul coup, le dinosaure, c'est pas lui la menace, c'est l'humain la menace. Donc on est en permanence en train d'expliquer, c'est tout un film sur le danger de l'homme. L'homme est l'animal dangereux du film. Ce n'est pas le dinosaure. Le dinosaure est l'espèce à sauver. L'espèce à sauver, l'espèce qu'on a créée, etc. Donc après, il y a un discours pas du tout subtil sur les biotechnologies, et pas du tout cohérent avec le premier film. Enfin, quand je dis le premier film, c'est Jurassic World en l'occurrence. Oui, mais c'est pas plus mal, parce que s'il peut enlever un tout petit peu ce qu'a fait Jurassic World, moi ça me dérange pas en fait. C'est-à-dire que c'est peut-être pas cohérent avec Jurassic World, mais c'est cohérent avec Jurassic Park en fait. Donc en soi, pour moi, ils raccrochent les wagons là où ils auraient dû les raccrocher dès le départ, dès Jurassic World en fait. Et là, d'un seul coup, on s'est dit ok, on a peut-être fait des conneries sur le premier, on va revenir à ce qui est la thématique du premier. Mais bon, je vais laisser aussi les autres parler, parce que ça va être de la réaction, je sens. Non, mais vas-y. Ah non, je peux faire les 2 heures, mais ça va être chiant pour tout le monde. C'est un tunnel. Fais une pause, Perrine. Stéphane. Alors, moi je vais mettre les pieds dans le plat, j'ai trouvé ça à chier du foin, mais vraiment, c'est un enfer. Ça a été un enfer, enfin ça a été un crève-cœur de regarder ce film, vraiment. Parce que c'est, pour moi, je veux dire, c'est la suite de Jurassic World. Pas thématiquement, effectivement, parce qu'il rétropédale complètement. Et même dans la fabrication du film, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que ce qui me posait problème déjà dans Jurassic World, c'est-à-dire la création d'un dinosaure, hybride, tout ça, ils le refont ici aussi, mais cette fois, en fait, ils ont une espèce de logique intimiste, contrairement à l'autre où il fallait en mettre plus et se faire du dino-porn à tout crin, quoi. Voilà. Mais le truc, c'est que t'as littéralement, enfin, la non caractérisation des personnages du premier film. Enfin, quand je dis le premier, je parle de Jurassic World en l'occurrence, qui continue ici. Mais puis démerde-toi avec, parce que en gros, après tout ce qui s'est passé après le premier film, et encore une fois je parle de Jurassic World en l'occurrence, je parle de celui il y a 3 ans, après tout ce qui s'est passé, je n'arrive même pas à comprendre déjà comment le personnage de Bryce Dallas Howard veut sauver les dinosaures, tu vois. Alors mais après bon, je veux dire au point d'être militante et tout, pas juste j'ai envie de les sauver. Mais le truc c'est que bon, passons, tu vois, de toute façon je pense que j'étais pas là pour la cohérence, et c'est pareil en fait, à un moment donné tous ces films, alors ce que dit Perrine qui est vrai, et c'est vrai
vrai que en fait, finalement, t'as de la sympathie pour les dinosaures plus que pour n'importe qui d'autre dans ce putain de film, parce que tous les humains sont insupportables, en fait, vraiment. Et puis insupportables de bêtises, c'est-à-dire qu'ils passent comment dire, je veux dire, il y a rien qui est drivé par leurs actions à proprement parler, parce qu'en fait, ils se retrouvent de cages en cellules, en machin, tu vois, pour finalement, arriver à sortir. Enfin bref, passons. Mais le plus gros problème, le problème majeur pour moi, mais vraiment fondamentalement majeur, en fait, c'est Bayona dans le film. C'est-à-dire que non seulement, en fait, je pense que le film est un gros problème parce que Trevor est dessus, quoi, qu'il a écrit ce scénar de merde. Mais je pense que le gros problème, c'est en fait, c'est le renoncement total de Bayona là-dessus. C'est-à-dire que je dois compter, à mon sens, 3 scènes où je me dis tiens, là, je retrouve le mec qui a fait l'orphelinat, The Impossible et Monster Call. Alors il y a notamment par exemple un plan séquence sous l'eau où tu es dans la boule avec les personnages en fait, donc du coup tu sens une pression en fait si tu veux quand ils doivent être sauvés. Donc tu as ce truc qui est pas mal. T'as la scène où ils s'en vont d'Isla Nublar et justement tu vois un dinosaure en train de mourir, où tu te dis tiens, il y a un crève-cœur. Il essaye de faire quelque chose avec ça et tout, voilà. Et il y a effectivement la scène finale où il y a son trip gothique là, où il y a quelques très beaux plans comme ça et pour moi quasiment, mais je me rappelle pas assez de Jurassic Park, donc c'est peut-être dedans et c'est pour ça que c'est peut-être cohérent. C'est que le seul moment où un personnage humain agit normalement, c'est-à-dire humainement, tu vois. Tel qu'il est censé être, c'est-à-dire la petite gamine qui, pour se cacher, se cache sous ses draps, en fait, si tu veux, vraiment. C'est-à-dire sous les draps de son lit. Et je me suis dit, c'est pas logique, en fait, pour se sauver du truc, mais c'est logique, en fait, dans la tête d'un enfant. Donc c'est le seul moment où j'ai l'impression de voir un humain fonctionner de manière cohérente dans ce film. Et avec quelques très beaux plans, effectivement, gothiques, quelques très, très beaux jeux de mise en scène, de reflets, de choses comme ça, etc. Et moi, ce qui me pose problème, en fait, là-dedans, c'est que, je pense, le truc, c'est que c'est de la faute de Bayona, mais c'est aussi de la faute de la prod et tout ça, je pense aussi. C'est-à-dire que, pour moi, c'est cohérent qu'un mec comme Bayona se retrouve là-dessus, même pas seulement parce qu'en fait, finalement, on va retrouver, comme l'a démontré Perrine, tout ce qui est dans, son cinéma, on se retrouve là-dedans, mais parce que c'est aussi un disciple de Spielberg en termes de mise en scène, pure et dure, que il est, à mon sens, l'une des personnes qui a fait un des meilleurs hommages à Jurassic Park dans The Impossible, notamment la scène finale, en fait, où on peut considérer que c'est un décalque, mais il faut arriver à le faire, et le mec, il a réussi à le faire, moi, c'est au bout de la 3e fois que je me suis rendu compte que c'était un hommage à Jurassic Park, le plan final de The Impossible. Parce que j'étais pris par le film aussi, quoi. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui a un langage cinématographique qui effectivement est emprunté de là, mais qui est aussi extrêmement, précis. C'est quelqu'un qui travaille ses effets de mise en scène vraiment, au millimètre près, quoi, à l'image près. Et le truc, c'est que ça, c'est évident qu'on ne lui a pas laissé faire ça sur ce film-là. Indépendamment, je veux dire, du scénar, parce que le truc qu'il faut savoir sur ces films-là aujourd'hui, c'est qu'on le sait que quand c'est un film de commande, on va dire, et que le réalisateur n'a pas écrit le scénario, on sait déjà que surtout sur des trucs aussi énormes, en gros, c'est voilà le scénar, tu peux pas vraiment bouger, donc tu peux pas, tester quelques trucs, mais ça s'arrête là, il faut vraiment que ça soit le déroulement. Et maintenant, encore plus qu'il y a une dizaine d'années, ou 15 ans, ou 20 ans, ces cinéastes-là, en fait, on vérifie leur board, on vérifie ce qu'ils montent, on vérifie ce qu'ils tournent. Enfin, donc ils sont tout le temps surveillés sur ces trucs-là. Il y a 15 000 producteurs. Et en gros, si tu veux, ils peuvent pas s'amuser. Je veux dire, moi, la première fois où c'était flagrant pour moi, le film il est à chier, hein, mais la première fois où c'était flagrant pour moi, en fait, que le réalisateur ne pouvait littéralement pas faire la mise en scène qu'il avait mis en place, c'était dans le dernier, sûrement avant il y avait d'autres films, d'autres exemples, mais dans le dernier mètre de l'air, il y a carrément un plan séquence de Shyamalan en fait qui est coupé au milieu, quoi, et qui ne se termine pas. C'est-à-dire il commence et puis il se termine pas. Et là tu te dis il y a quelqu'un qui interfère au montage, c'est pas possible en fait pour que lui laisse passer ça. Ouais. Bah là en fait j'ai cette impression là sur Jurassic, j'ai cette impression qu'il pouvait littéralement pas faire ce qu'il voulait faire en termes de filmage. Donc et ça je le mets vraiment indépendamment du fait que ça soit un PG-13, du fait que tous ces trucs là, tu vois, c'est vraiment, parce que je pense que ça il pouvait très bien se fondre là-dedans, quoi. Mais je pense que moi j'espère que c'est vraiment pour lui en tout cas ce qu'on appelle un one for them, one for me, quoi. J'espère vraiment que c'est ça, parce que pour moi, tu veux dire un film qu'il fait pour le studio, pour gagner que le studio droit de financer un projet à lui. Lui finance un projet perso, quoi. Je sais pas si c'est encore possible aujourd'hui à Hollywood, mais en tout cas, j'espère vraiment que c'est ça, parce que à ce point de
Alors, voilà, moi, je veux dire, à un moment donné, je me sens en tant que spectateur. Alors, Michael Bay peut-être mis à part, parce que je sais que les gens vont commenter là-dessus, quoi. Mais je me sens littéralement insulté quand je vois des imbéciles à l'écran et en permanence, tu vois. Je veux dire, donc le truc, c'est que là, en fait, t'as vraiment au bout d'un moment, tu te dis putain, mais je me raccroche à qui dans ce film, là ? Tu vois, je veux dire. Aux dinosaures. Bah ouais, mais alors je n'ai pas cette fascination absolue pour les dinosaures comme toi, donc forcément, voilà, tu vois. Mais en plus, on a eu quand même un beau fou rire avec le dinosaure qui saute par-dessus la vitre et qui mais il y en a plusieurs en fait, des trucs comme ça. Enfin, peut-être que je veux pas couper Steph. Non, mais vas-y. Mais c'est marrant que tu aies ressenti ça, Perrine, parce que moi, pour le coup, j'adore les dinosaures et tout. Moi, j'ai grandi avec ça et j'ai attendu le projet Jurassic Park très très tôt parce c'était un film qui avait été annoncé dans les années 80. Et je l'attendais comme un fou et j'ai suivi la production et j'ai suivi quand ils ont annoncé que ça allait être de l'image de synthèse et machin. Enfin, moi, j'étais vraiment comme un fou là-dessus parce que justement, j'attendais cette promesse en fait du cinéma de te faire revivre en fait les dinosaures, et une promesse qui était enfin accomplie par Jurassic Park. Et le truc avec Fallen Kingdom, c'est que d'une part, il y a il y a une double problématique, c'est-à-dire qu'il y a la problématique qui était déjà présente en fait dans Jurassic World, qui est une problématique qui ne devrait pas exister, qui vient à mon avis des studios, qui est la suivante, qui est que le succès, enfin une grosse part du succès en fait de Jurassic Park vient du fait que on te propose de voir pour la première fois sur grand écran des dinosaures où tu as l'impression qu'on les a filmés, qui sont là, qui sont présents physiquement, qu'ils existent donc quelque part. Donc ce moment magique en fait où t'as une forme de sidération parce que le mensonge du cinéma est tellement bien fait que tu y crois mais à 100%. Et les mecs, je pense que quelque part, ils se disent, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, que ce mensonge-là, il est totalement inventé parce que n'importe quelle pub maintenant, n'importe quelle série télé... Sauf qu'ils essaient de le refaire dans le film. Sauf que et du coup, les gars qui se disent, alors attends, comment on va essayer de biaiser ça ? On va biaiser en créant un autre dinosaure, en créant un monstre. Donc de biaiser ça complètement. Donc ça, c'était une bêtise absolue. Il y a littéralement une scène qui reprend la scène de Jurassic Park, avec la nana qui a jamais vu de dinosaure en vrai et qui voit le brachiosaure. Oui, mais bon, après ça c'est un autre. Et donc avec ce truc on crée, je crois que c'était l'Indominus Rex dans le Jurassic World. Là. Et là c'est l'Indoraptor, c'est ça ? Ouais, c'est un truc comme ça. Et qui sont donc des monstres qui, dans les deux cas, pour moi, complètement. Heureusement qu'il y a cette petite scène d'approche en fait du monstre là dans le Bayona, dans la chambre de la fillette, parce que c'est le seul moment où finalement il existe un peu en fait le personnage et où le monstre commence à avoir un peu de caractérisation, existe et tout, mais c'est des monstres qui n'existent pas. Enfin, on nous rabâche les oreilles avec Avatar qui n'aurait pas laissé de traces dans la culture populaire. Mais voilà le truc, quoi. Je veux dire, et là, on a deux films. Le Bayona n'est pas sorti, évidemment, mais en tout cas, sur Jurassic World, c'est un film qui a fait un carton atomique, qui est construit autour de ce monstre-là. Qu'est-ce qui reste de ce monstre-là aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui va rester du monstre de Bayona ? Moi, à mon avis, il ne va pas rester grand-chose. Donc, ça c'est la première chose. Le deuxième problème, moi, que j'ai avec Fallen Kingdom, et je trouve que ce n'était pas à ce point-là dans le film de Trevorrow, et pour moi, c'est un crève-cœur. Ça fait super bizarre de me dire ça, alors que c'est un film signé par Bayona, qui est un mec qui a aussi une approche et un goût pour les monstres qui est quand même patent et qui est indéniable, c'est le traitement réservé aux dinosaures. Et ça, moi, c'est un truc, c'est une dérive en fait dans la franchise que je ne connaissais pas auparavant. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une recherche de caractérisation des dinosaures qui est totalement déplacée. Il y a un dinosaure qui pleure quand on lui enlève une balle, ça faut quand même l'avaler, quoi. C'est quand même super costaud, quoi. Il y a un dinosaure qui sourit 2 fois parce qu'il a fait une feinte. Ça c'est quand même, je veux dire, on est dans Jurassic Park. On n'est pas dans Hellboy. Je veux dire, dans le 3, il y a un dinosaure qui joue au poker et tout. Dans le 3, il y a un dinosaure qui parle. Il y a aussi un autre dinosaure qui est une espèce de sidekick humoristique en fait, qui défonce tout dans le tas, qui est de ces 3 exemples-là le moins, on va dire le moins grotesque, quoi. Et effectivement, comme le disait Stéphane, cette logique-là et dans son absurdité est poussée avec un plan totalement déplacé où tu as un vélociraptor qui court. Alors, il n'est pas au ralenti, Dieu merci, parce que bon, là, je pense que j'aurais eu une barre de rire totale, mais il échappe comme ça à une explosion. Et la façon qu'il a d'être filmé, c'est là où on voit il y a une vraie problématique d'approche, en fait, de ce qui fait la spécificité des dinosaures. C'est-à-dire que pourquoi on aime les dinosaures, en fait ? C'est parce que les dinosaures, c'est pas des monstres. Les dinosaures, c'est des animaux, quoi. Donc, il faut les traiter comme des animaux. Je pense qu'à partir du moment où tu te retrouves dans un film qui ne peut plus
plus se contenter de ça, t'as perdu fondamentalement quelque chose qui fait l'essence du truc. Cette scène, en gros, c'est Van Damme dans Chasse à l'homme. Hein. Tu sais, c'est vraiment ça. Hein. Il passe à travers la fenêtre et tout. Moi, j'ai cru qu'il allait rebondir avec 2 flingues et shooter. Je suis tout à fait. Vas-y, pardon. Je continue mon truc. Mais peut-être que tu veux rebondir. Non, juste par rapport à ça, en fait, je suis juste tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire que je trouve qu'en soi, pour moi, la première partie du film est vraiment. Donc la première partie, comme on a dit que les spoilers c'était pas grave. Et donc la première partie du film, donc on va dans la rescousse des animaux et Isla Nublar et que on va à la rescousse et que ça se passe pas comme prévu évidemment. Et la fin de cette séquence où il y a l'éruption totale de l'île, qu'on a le dinosaure en face qui est sur le ponton et qu'il va mourir, moi j'étais en chiale parce que en fait j'avais l'impression dans les premiers on nous mais là il est présenté comme un animal justement. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est-à-dire que dans les premiers on nous annonçait. T'as vraiment chialé là ou pas? Oui, j'ai vraiment pleuré. Okay. Dans les premiers on nous a laissez-moi parler. Donc dans les premiers on nous annonçait une sorte d'extinction des animaux par un manque de nourriture. En fait on les a mis en lysine, etc., pour que un manque de lysine, pour qu'ils manquent de nourriture, donc ils meurent naturellement, une sorte d'extinction par le manque de ressources. Et là, on nous filme une autre extinction, c'est l'extinction qu'on connaît presque qu'on connaît le plus autour des dinosaures, celle qu'on imagine le plus, l'extinction due à une catastrophe naturelle. Et je trouve que de nous faire voir à l'écran cette catastrophe naturelle, à un moment donné, dans un périmètre beaucoup plus fermé, beaucoup plus petit, à l'échelle d'une île, moi, ça fonctionnait très très bien. Je trouvais ça très très beau. Je trouvais ça très poétique, très très fort. Et après, c'est vrai que dans la deuxième partie, qui est beaucoup plus faible, pour moi, elle est beaucoup beaucoup plus faible que la première, qui pour le coup est hyper dynamique. Elle s'ouvre avec une scène qui est un vrai hommage à Jurassic Park, il y a un vrai dynamisme dans cette première partie. Et dans la deuxième, il aborde des sujets que moi je trouve très intéressants, mais qui ne sont pas forcément toujours bien abordés. Et en soi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le dinosaure qui sourit. Ça m'en a mis une. 2 fois. Ça m'a pas plu. Le dinosaure qui sourit, ça m'a pas plu. Je me souviens pas du dinosaure qui pleure, mais je me souviens du dinosaure. C'est le Vélociraptor dans Oui, c'est Blue, mais je m'en souviens pas du tout. Il pleurait. Enfin bon, mais je veux dire. Même la scène justement, avant ce truc-là, il y a cette espèce de scène de trahison où l'autre il est paralysé. Ils essayent de te faire un gag avec, ça marche jamais. T'as l'impression qu'ils veulent même plus le filmer. C'est super bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'il manque 15 scènes dans la scène, dans la première heure, quoi. Moi, j'ai un autre souci aussi dans le film par rapport à Bayona, qui est encore double, c'est que je trouve qu'il y a un manque d'inspiration. C'est-à-dire que moi, je veux bien que le gars. C'est beaucoup plus inspiré que Jurassic World. Je veux bien que le mec soit. Mais c'est Bayona. C'est pas Colin Trevorrow. Mais attendez, mais remettez-le dans le contexte. Donc le truc, ouais, voilà, sur Bayona, donc il y a 2 choses qui me posent vraiment des gros soucis. Parce que moi, j'y allais pas pour Jurassic World, en fait. Non. J'y allais pour Bayona. Oui, j'ai bien compris. C'est pour ça aussi que je rebondis par rapport à ce que Perrine dit. Et donc, il y a 2 choses, moi, qui me posent énormément de problèmes. La première, c'est que je trouve qu'il y a un manque d'inspiration dans le film de la part de Bayona hallucinant. Je vais citer un plan en exemple, mais il y en a plusieurs en fait là-dedans. C'est que il te refait 4 fois un plan qui est le même, qui est la cage d'un dinosaure qui arrive dans le champ et la caméra qui passe à travers les barreaux en fait de la cage pour finir sur un gros plan du dinosaure. Alors il te le fait une fois, le plan est assez faible, il sert pas à grand chose, mais bon il te le fait. C'est une idée de plan. Il te le fait 3 fois, quoi. Bayona, ça c'est un truc de fou. La scène d'ouverture dont parle Perrine, moi je l'attendais en fait, parce que en fait je suis beaucoup Bayona sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, et puis lui il avait partagé avec enthousiasme, il me semble, l'affiche IMAX en fait du film, qui est donc cette scène d'ouverture, enfin en tout cas une partie de cette scène d'ouverture. Et quand j'ai vu cette affiche-là, je me suis dit, là il y a une super idée de scénographie de scène d'action. C'est un mec qui est suspendu à une échelle en corde, à un hélicoptère, et il y a un T-Rex qui vient pour le boulotter en fait en bas. Et je me suis dit là il y a un truc, il y a une vraie tension en fait la réalisation de la scène en elle-même, c'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a posé cette scénographie là, elle est d'une faiblesse monumentale, c'est-à-dire que la scène elle est avortée tout de suite, il se passe rien, c'est-à-dire qu'une fois qu'on t'a exposé ce truc là, on joue pas avec, là où justement la scène d'ouverture de Jurassic Park était dans un vrai minimalisme et te travaillait en fait ça pour te surprendre à l'intérieur de ça, c'est-à-dire qu'on se permettait pas juste de t'exposer le truc, c'est ça ce qui est jouissif dans les scènes d'action, c'est qu'on t'expose une situation et puis le mec c'est le truc du slapstick des trucs muets quoi, c'est-à-dire que le mec il va te remontrer la boîte dans tous les sens et machin, et puis il va te ressortir des tireurs là où tu les attends pas, et c'est ça qui va te mais je pense qu'il y a déjà un problème d'écriture dans cette scène, hein. Ah oui, parce que déjà il y a 2 monstres en fait, ça s'annule au bout d'un moment, tu vois, le truc. Et l'autre problème moi que j'ai avec Bayona sur le film, qui est peut-être le problème enfin c'est peut-être le souci qui me chagrine le plus, parce que je trouve qu'il y a
il y a un vrai renoncement en fait par rapport à ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des citations évidemment à Spielberg dans le film, notamment dans le plan final que je vais pas spoiler, mais qui est complètement non seulement dévitalisé, mais en plus mis au service du côté extrêmement mercantile du film. C'est-à-dire que le plan final, dont je suis désolé, j'en parlais de façon cryptique, mais en gros qui fait écho à E.T. qui regarde la banlieue qui s'étale derrière lui, enfin tous ces plans de féerie banlieusarde qui sont systématiquement là dans toutes les féeries banlieusardes des années 80, qui ont bercé, qui ont construit Bayona, là est utilisé d'une façon complètement, à mon sens, vide de sens total, et qui ne sert juste qu'à aguicher le chaland pour le film suivant. Et il y a pas que ça en fait, dans le film il y a d'autres trucs sur les reflets et tout, et ça m'a désemparé. Il faut dire un autre truc aussi pour revenir, parce que là on est parti très vite dans l'analyse et pour que les gens aussi se rendent compte du produit, c'est que le film est très mensonger par rapport à ce qui a été vendu, et ça c'est pas forcément de la faute de Bayona, c'est peut-être de la faute d'Universal, mais par rapport à ce qui a été vendu sur la bande-annonce, c'est-à-dire que le retour de Jeff Goldblum, qui je pense est attendu par beaucoup de gens, et là se résume en fait à une seule scène qui est morcelée dans le film à 2-3 fois. Donc, si vous y allez pour Jeff Goldblum, vous risquez d'être très déçu. Et l'autre truc aussi, c'est que le film a été beaucoup vendu sur des plans qui restent des plans en fait dans le film et qui sont relégués dans les 5 dernières minutes du film peut-être, donc qui ne sont pas exploités. Donc si vous rêvez par exemple de voir le plan avec je me rappelle plus du nom de ce dinosaure, mais le dinosaure sous-marin, voilà, le truc un peu à la. Les gens disaient voilà, c'est un mégalodon, c'est ça. C'est un mégalodon, ça ressemble à un mégalodon. Mais voilà, un truc à la dent de la mer, quoi, avec les vous allez être tout à fait déçus, etc. Je pense qu'il faut quand même le prévenir, et comme il faut aussi prévenir les gens que, alors ça c'est beaucoup plus personnel peut-être, je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus, c'est que moi j'ai un vrai problème, alors c'est peut-être un problème de fans de technique, etc., sur l'utilisation des animatroniques, qui est moi j'adore ça, les animatroniques, c'est-à-dire les marionnettes et tout, mais je trouve qu'en tout cas dans le film, j'avais déjà ce gros problème là dans Jurassic World, mais c'est pas fluide en fait, c'est-à-dire que tu le grilles tout le temps quand c'est là, ça marche pas avec l'image de synthèse, et même j'ai envie de dire, ça m'a posé problème en fait, parce que comme ça bouge moins bien, c'est moins, comment dire, c'est moins savoureux, c'est moins riche en fait ce qui se passe, et finalement quand le tyrannosaure en fait en animatronique, en fait il y a toute une scène qui est construite autour d'un tyrannosaure animatronique, il est remplacé en CGI vers la fin. Finalement le seul plan que j'ai trouvé sympa, c'était le plan en CGI, parce qu'au moins il y avait une petite idée d'animation dedans qu'il n'y avait pas en fait, qu'il ne pouvait pas faire de toute façon avec les animatroniques. C'est un point plus anecdotique, moi je pense que c'est important de le souligner, parce que Jurassic Park on y va aussi pour les effets spéciaux. Oui, ça fait partie du décor. Ça fonctionnait très bien pour moi. Oui. Non, mais je vais juste faire le point de moi, les défauts que j'ai vus dans le film. Et il y en a, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y en a, je trouve que vous faites un procès un peu dur avec Bayona, dans le sens où moi j'ai pris le film aussi en me disant ça ne sera jamais Jurassic Park. De toute façon, rien ne sera jamais Jurassic Park à mes yeux. Rien. Donc j'ai pris juste que ça ne soit pas Jurassic World. Et ça n'est pas Jurassic World. Pour moi, c'est vraiment mieux que ça. Donc, et en soi, que Bayona soit en cage, soit complètement amputé de faire ce qu'il veut, au bout d'un moment, on sait quoi. Au bout d'un moment, moi, je m'attendais pas à mieux d'une certaine façon. C'est-à-dire que je suis désolée. Au bout d'un moment, il y a les contraintes de studio avec un film avec tellement de millions qui est le 5e film qui a fait le plus d'argent de l'histoire du cinéma. Je m'attendais sérieusement pas à quelque chose où on lui donne plus de liberté que ça. Sincèrement pas. Non, franchement, je m'y attendais pas plus que ça. Et je trouve qu'il a pu laisser passer des choses. Il a pu laisser passer quelques idées qui moi m'ont plu et qui d'un seul coup quand même étaient dans une mise en scène qui n'était pas moqueuse, qui n'était pas rieuse comme le précédent. Donc moi déjà ça m'a un peu soulagée de ça. Je trouve qu'il y a des idées qui fonctionnent pas évidemment dans le film. En effet, la caractérisation des personnages est inexistante. Elle est inexistante. C'était déjà la petite fille, moi je trouve que c'est presque ce qu'il y a de mieux. Donc franchement, mais c'est honteux. Enfin, moi je veux dire le twist autour de la petite fille, c'est une idée de cinéma bis. Mais très bien, parce que c'est du cinéma. Mais c'est du cinéma, c'est de la série B. Enfin, c'est de la série B, quoi, les gars. Jurassic Park aussi. Attends, mais Jurassic Park, c'est de la série B. Mais t'énerve pas. Mais non, je m'énerve pas. Le truc, c'est qu'à un moment donné, parce que il y a deux. Vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. C'est bon.
Vous êtes ridicule. Ouais. C'est Alors, terrible. le truc, c'est que Ouais. juste pour te répondre par rapport à ça, c'est pas une question de faire un procès à Bayona. C'est moi mon problème en fait quand je regarde Jurassic World, qui est une merde sans nom, mais là-dessus on est d'accord, c'est même pas le problème quoi. C'est juste que c'est plus un film de Colin Trevorrow que celui-là est un film de Bayona. C'est ça qui est problématique. Et je parle de Jurassic World. C'est-à-dire quand t'as un mec comme alors peut-être qu'il a ses ambitions à des pâquerettes, peut-être que ce que tu veux, un mec comme Trevorrow. Mais moi, Bayona, si tu veux, c'est un des rares cinéastes qui a émergé ces 15 dernières années, si tu veux, qui fait ce que moi j'aime voir au cinéma, de la mise en scène. Mais il y en a dans le film. Moi, je trouve pas. Et certainement pas à la mesure, en tout cas, de ces 3 précédents films. Non. Peu Et quand même, non, Perrine, non? Tu trouves pas? De quoi? Il y en a très très peu de mise en scène. Non, je trouve que quand même. Non, je suis désolée. Je trouve que vraiment dans, enfin, dans tu ce vois quand type même la de. distinction entre Monster Call et celui-là, quand même. Mais je vois la distinction entre Monster Call et celui-là, mais je vois aussi la distinction de budget, je vois aussi la distinction d'ambition qu'il y a derrière, quoi. Enfin, au bout d'un moment, c'est-à-dire que on cherche pas à atteindre le même public quand on fait Monster Call que quand on fait Jurassic World. Et je dis pas que c'est une bonne chose. Je suis juste dans une pure et dure analyse de faits, quoi. Je suis pas en train de dire que c'est bien ou mal. Je dis juste que c'est un fait. Et au bout d'un moment, moi, il y a des trucs qui m'énervent dans le film. À un moment, j'ai pensé à un truc. J'ai pensé au Faucon Millenium. Ça m'a vraiment énervé parce que j'ai pensé au Faucon Millenium avec le tyrannosaure. C'est-à-dire que comme on a dit la dernière fois avec Solo, comme on l'a pu le dire avec Star Wars 7, au bout d'un moment, ras-le-bol du Faucon Millenium, ras-le-bol qu'à chaque fois qu'on veut faire plaisir aux gens, on met le Faucon Millenium dans tous les sens. Et là, c'était pareil avec le T-Rex. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qui était intéressant dans Jurassic Park, c'était l'arrivée du T-Rex à la fin, en Deus Ex Machina, qui venait sauver la mise, alors que c'était le méchant depuis le début. Dans Jurassic World. Dans Jurassic Park. Ah, dans Jurassic Park, ok, d'accord. Dans Jurassic Park. Et donc là, d'un seul coup, il a repris cette idée-là, sauf qu'il l'a repris 2 ou 3 fois. Et là, tu fais genre, non, c'est pas le cas, là. C'est-à-dire qu'il est inexistant depuis le début, ton T-Rex, et donc d'un seul coup, maintenant, tu le fais à chaque fois revenir en Deus Ex Machina. Ça n'a aucun sens. Mais ça, c'est intéressant, parce que je trouve que c'est, pour moi, éloquent aussi de la problématique du film par rapport à Fallen Kingdom, entre Fallen Kingdom et Jurassic World. C'est-à-dire que personne ici, j'ai l'impression, ne va défendre Jurassic World. C'est une merde sans nom. C'est très nul. Non. Mais non, c'est pas ça. C'est que je pense que le film, dans sa médiocrité, a une cohérence. C'est-à-dire que je pense que le film, c'est l'Indominus Rex, en fait, moi, Jurassic World. Bien sûr. Et je pense que c'est cette espèce d'hybride un peu dégueulasse qui ne laissera pas de traces. Jurassic World était porteur de son propre concept d'échec. Qui, s'il a des potentiels, ne sont de toute façon pas du tout exploités, qui s'auto-traite lui-même comme une merde de toute façon, etc. Donc il y a une espèce de cohérence, même dans cette tentative crétine, en fait, de vouloir rebooter un truc qui ne demandait pas à être rebooté, quoi. Et je pense aussi que moi, ma déception, y compris si je suis dans une perspective de il faut sauver les meubles un peu comme Perrine, tu me sembles un peu l'être, quoi. Mais le truc de ça, c'est que je ne retrouve même pas cette cohérence-là. Et le truc avec le T-Rex, par exemple, l'utilisation du T-Rex, c'est un exemple intéressant, effectivement, parce que je trouve que ça me fait bizarre de dire ça, mais je trouve que le T-Rex avait finalement plus sa place en fait dans Jurassic World. C'est-à-dire que le mec, il te le montrait pas. Toi, tu l'attendais tout le temps. Et puis, il arrivait en tant que underdog, un peu à la fin, quoi, ce qui était son rôle depuis le début. Et il arrivait pour sauver les mecs. Et du coup, toi, t'avais cette double compensation-là. À la fois, tu vois le T-Rex, c'est cool parce que tu veux voir le tyrannosaure, tu veux voir des dinosaures, tu veux voir un T-Rex. C'est le premier truc qu'on veut tous voir. Et en plus, parce que tu te dis, mais c'est un peu Godzilla, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, c'est le monstre qui, par un concours de circonstances, se retrouve du côté des humains. Et dans le Fallen Kingdom, c'est-à-dire que c'est un film qui est tellement mal fichu, qui est tellement mal écrit, qui est tellement mal branlé, qui n'a tellement pas su intégrer un cinéaste qui, de lui-même, en plus, semblait avoir déposé les armes, que justement, cette apparition du T-Rex, elle est totalement embarrassante. Je pense même que de toute la franchise en fait Jurassic Park, c'est son emploi le plus embarrassant. Et pour moi, voilà, le film est un peu à l'aune en fait de l'utilisation du T-Rex. Alors peut-être que les quelques plans du T-Rex sont un peu moins mal cadré, et encore je suis même pas sûr de ça. C'est surtout qu'un mec comme Bayona, c'est même pas qu'il est seulement ce qui est chiant en fait dans le fait qu'il rende les armes, c'est que comme on l'a dit en fait, il pouvait totalement fitter dans cette franchise. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, je veux dire, le seul film qui a un intérêt de toute cette putain de franchise, c'est le premier film. Littéralement, c'est-à-dire que moi la suite pour moi j'ai l'impression que Spielberg il avait lâché la rampe, quoi. Et il l'avait fait, hein. Non mais voilà. Et le truc c'est que mais oui mais bon. Enfin il y a des bonnes choses pour eux. Et le truc si tu veux c'est que donc
pour moi, le seul mec qui pouvait éventuellement revitaliser ça quelque part, si tu veux, et parce qu'il pouvait totalement rentrer dans ce truc, y compris avec on va dire, les contraintes que le studio pouvait lui imposer, c'est un mec comme Bayona. Et justement, en fait, le problème, c'est que quand tu vois ce mec-là, moi, si tu veux, la déception, elle est effectivement, on regarde pas le film de la même manière. C'est-à-dire qu'on regarde, pour moi, je regarde le film effectivement en allant voir un film de Bayona et en espérant qu'il va pas se faire bouffer. Et j'ai l'impression qu'il s'est littéralement fait bouffer tout cru. Donc, quand je sors de là, moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, putain, si Avatar 2 c'est de la merde, mais moi, j'arrête le cinéma, j'arrête nos ciné, c'est fini, je prends les arbres. C'est fini. Parce qu'à un moment donné, tu peux plus. Je veux dire, là, moi, j'ai grandi avec des films comme ça, en fait. C'est-à-dire, j'ai grandi avec des films où je sais que, quand tu claques ce pognon-là dans un film, à une époque où tu n'avais peut-être pas autant de contenu qu'aujourd'hui, où tu veux, quoi, tu tournes la tête, tu as un truc, quoi. En fait, c'était synonyme aussi d'expérimentation. Alors, certes, tu devais te taper peut-être des écritures, des scénarios un peu bas du front, des trucs comme ça, etc. Mais tu avais toujours quelque chose, en fait, qui allait, à un moment donné, te faire évoluer le cinéma. Et de toute évidence, comme l'avait dit Perrine quand on a fait Ready Player One, Jurassic Park, c'est un film qui a littéralement changé le cinéma. Donc le truc, si tu veux, c'est que rien que pour ça, tu vois, déjà, tu es obligé de respecter le film dans l'absolu. Donc le truc, c'est que voir qu'un minable comme Trevorrow fasse ça, tu vois, sur Jurassic World, parce qu'il sait pas faire autre chose que d'empiler les crottes les unes sur les autres, quoi. C'est un beau tas de merde. Voilà. Et le truc, c'est que Bayona qui fasse ça, c'est terrible. C'est pour moi, c'est à un moment donné, tu te dis, ok, donc le cinéma que je veux voir, que j'aime, et qu'il est capable de faire, au 4e film, il lâche l'affaire, quoi. Il a capitulé. Donc j'espère vraiment que c'est une vraie, c'est une erreur de parcours absolue, tu vois, et que en gros, si tu veux, le prochain film, en fait, il pourra faire ce qu'il veut. Mais là, mais ils sont tellement rares, les mecs qui peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est ça aussi le truc, et qui se donnent les moyens de leurs ambitions. Donc les voir arriver sur un truc à 200 patates et juste baisser leur froc, en fait, parce que Trevorrow, il a dit, là, le machin, il l'embrasse, et puis là, en fait, alors que c'est jamais écrit, c'est jamais machin, et lui, il tourne ses scènes à la con, alors que c'est quand même le type qui te fait des scènes d'émotion absolument incroyables dans ses 3 précédents films. Bah oui, je suis désolé, ça me fait mal au cul. C'est même pas une question de filmer des dinosaures, hein, c'est juste une question de filmer des personnages, des histoires d'amour, des trucs, de l'émotion, et ça marche littéralement jamais. Je vais juste revenir sur ce que disait Julien sur la cohérence sur la cohérence de Jurassic World. C'est bien parce qu'on a 2 contre 1 là. Non, mais ça va très bien. Je sais que j'ai raison. Donc non, mais sur la cohérence de Jurassic World, je trouve que justement dans Fallen Kingdom, il y a cette même cohérence en réalité. C'est-à-dire que le film est un hybride, comme je disais au début, de Jurassic Park et de Jurassic Park Le Monde Perdu. Et clairement, le film à ce discours-là, donc le discours donc d'être un hybride lui-même, on refait cette histoire d'hybride avec l'Indoraptor, et pour moi ça fonctionne parce que déjà le premier Jurassic Park, c'était quoi ? C'était cette histoire de génétique. On va trop loin avec la génétique, c'est qu'on a les possibilités de faire les choses et donc on les fait, mais on a tort de les faire. Et là, il pousse le curseur encore un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il imagine que d'un seul coup, on fait les choses et en plus, on va pour de l'argent, pour du militaire, pour des choses comme ça, et on va toucher à l'humain. Et donc, c'est-à-dire que c'est logique que le film prenne la direction de la création des dinosaures. Mais pour la création des dinosaures. À foutre. C'est Qu'est-ce logique que c'est maltraité si c'est ça? Oui, mais c'est logique qu'on aille là-dedans. C'est-à-dire que le film est un hybride. Il parle d'hybride, il parle d'hybridation, et l'idée que d'un seul coup, est-ce qu'à un moment donné, le fait de refaire... le film parle de caca, donc c'est normal que c'est un peu de caca. Faire et de refaire la même chose. Non, il n'y a pas cette scène de caca. Mais laissez-la finir. En plus, vous me coupez la parole. Vous êtes atroce. Mais l'idée de refaire en permanence, que c'est quand même des personnages qui te disent tout le temps, on va pas refaire la même chose parce qu'on a déjà vu que c'était une catastrophe. Et en fait, si, parce que techniquement, ils sont en train de te dire que de toute façon, on est condamné à refaire sempiternellement la même chose. Et pourquoi ? Pour des raisons d'argent. Donc en soi, le film est juste ce qu'il est à la base, c'est-à-dire un produit pour faire de l'argent aussi. Et donc tout le long du film, on te dit que d'un seul coup, quand on veut faire quelque chose pour de l'argent, ça se passe mal. Donc à un moment donné, il est juste tout à fait cohérent avec lui-même, à peu près à ce niveau-là. C'est un argumentaire que je ressortirai dès que j'aurai un plaisir coupable sur un blockbuster. Il est cohérent par rapport à ce niveau-là. Et je soutiens, parce que moi vraiment cette deuxième partie m'a un peu cassé les pieds dans le sens où vraiment elle est mal fichue, mais elle a des thématiques hyper intéressantes sur le génome, sur le danger de l'excès dans la technologie. Mais moi, ça m'intéresse vraiment, mais c'est mal foutu. Mais je garderai cette première partie qui, je trouve vraiment une vraie réussite par rapport à l'univers Jurassic Park.
Très bien, très bien, très bien. Vous avez tous défendu vaillamment vos points de vue, je trouve. Je vous félicite pour la qualité de ces échanges. Vous avez réussi à pas vous taper dessus, c'est pas mal. Que t'aies pas vu le Non, film, non, hein. mais ça va, Ah ça va ouais, se faire en écoute, sortant. on peut pas tout faire, hein, mon petit Moïsakis. Ouais, je sais. Avant de se quitter, comme d'habitude, quelle belle fourrure. On va faire un petit tour rapide de recommandations. On peut évidemment rester Tu commences par Perrine, hein. dans le monde perdu. Bah non, Parce qu'en fait, elle avait tellement envie de défendre un produit. qu'elle avait oublié de faire, oublié elle a de- oublié de prendre une reco. Voilà. Donc on peut rester, Perrine, dans le monde des Non, dinosaures pas moi, si tu pas veux. moi, pas moi. Mais vous êtes totalement Parce libre que de ça- vos choix. Non, je vais pas lancer Perrine en premier. Je vais laisser réfléchir 5 minutes. Stéphane, tiens, c'est toi qui commence. Alors, je suis sûr que dans ta tête, t'es en train de te dire et comment il va raccrocher ça connecter à Clint Eastwood. tu vois. Quelqu'un Ouais. qui n'a jamais fait de film avec des dinosaures. Tu vois, mais- moi je lui ai demandé, hein, c'est tiré par les cheveux. Hein. Ah, t'as demandé avant. Ouais. Ouais, là. C'est Capillotracted. C'est le nom du film. Non. Ok. Ça aurait été bien. Ça aurait été pas mal, J'irais ouais. le voir ce film. Clint Ouais. Eastwood is Capillotracted. Capillotracted. Non, écoute, moi, ce que j'aime chez Bayona, plus que tout, c'est ce que certains appellent de la manipulation d'ailleurs, hein, mais bon, c'est ça le cinéma. C'est comment dire, c'est l'émotion chez lui. Donc je vais chercher les films les plus émouvants de Clint Eastwood, tu vois, aussi simplement. Tu vois. Bah, excuse-moi. C'est un peu. Ouais, c'est tiré par les Ouais, cheveux c'est- et en c'est même pas temps terrible. un Est-ce que peu vous- feignant. Attendez. Faut le dire Est-ce quand même, que c'est vous me pas coupez, terrible. là Attends, vraiment, sérieusement, Ah, le type qui m'a coupé depuis le début, Le type, le mec. Le mec. Voilà. mecton quoi. Quelle belle Alors. fourrure. J'ai même plus envie de faire Marocco. Oh, donc, le- Non, c'est allez, bon, te fais c'est pas bon. prier, Stéphane. Alors, donc le plus beau film de Clint Eastwood, un des plus beaux films de Clint Eastwood, un des films les plus émouvants de Clint Eastwood. Doux, dur et dingue. Voilà. Mais je l'ai déjà fait en fait. Ah, J'ai déjà merde, fait. Non, il peut pas. Sur la route de C'est- Madison. Non, oui, j'aurais pu dire ça, mais non. Ouais, Tu vois, ok, voilà. d'accord. Et c'est Honky Tonk Man. Ah oui. Voilà, ouais, très beau ouais, film, très beau film. donc où Clint joue un chanteur de country dans les années 30 pendant la Tout à Grande fait. Dépression, qui est malade de la tuberculose en fait. Non, et c'est qui, bien, si vous avez pas le moral et tout. je trouve ça- Ouais, c'est une bonne idée. c'est Ouais, super. mais tu ressors. Oui, non, moi, non, j'ai c'est vrai. plus la C'est un patate feel que- good. tu ressors avec plus la patate que Jurassic World 2, moi je trouve. Mais le truc c'est que C'est pas très dur. et donc même si ça n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Et c'est incidemment c'est un des premiers films en fait qui a fait reconnaître Clint Eastwood par la critique en France. C'est-à-dire que jusqu'ici c'était Inspector Harry, le facho, le bas du front, tout ça, etc., etc. Et puis t'as tout un pan de la critique, j'ai envie de dire. Je mets les guillemets là-dessus, la critique qui compte, qui d'un seul coup s'est dit ah mais en fait Clint Eastwood fait des beaux films, donc voilà, donc notamment des cahiers, tout ça, ils ont commencé à encenser à partir de là, et c'est ce qui lui a permis d'arriver à Cannes après, etc., etc. Donc voilà, et comme c'est vraiment un film pour le coup Apprécié alors, par Godard, en voilà, plus. en plus, oui. Comme c'est un film qui est finalement peut-être pas si connu que ça par les fans Non, de je Clint pense, Eastwood, on va dire, moins voilà. connu du grand public, ouais. Ouais. Ah, ok, très bien. Julien. C'était dur, hein, comme truc. Hein. Moi, je vais faire du copinage, ça va être honteux. En Ok. fait, Sois honteux. j'ai la chance d'avoir un bon copain qui s'appelle Shannon Shee, qui bossait sur le premier Jurassic Park, qui était au Stone Studio, qui avait fait notamment, tous les fans de Jurassic Park connaissent ça, il y avait un bébé Triceratops que la gamine devait monter. C'était lui qui l'avait conçu, qui l'avait fabriqué, qui l'a mort dans l'âme, a dû abandonner ce projet parce que ça avait été coupé par Spielberg, qui avait quand même tourné, mine de rien, il faut quand même le rappeler, Jurassic Park à l'économie, et qui cherchait justement à ne pas dépasser les trucs, etc. Voilà. Et pourquoi je vous parle de Shannon, c'est parce que alors, il continue lui à bosser dans les effets spéciaux de maquillage, et c'est de tous les gens que je connaisse, Perrine comprise, c'est le plus gros fan de dinosaures que je connaisse. C'est un fan absolu. Il fait partie d'un truc qui s'appelle 30 Days of Dinosaurs. Alors, je vous invite déjà à le suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et donc 30 Days of Dinosaurs, donc c'est des gens en fait qui proposent des dessins, des sculptures autour des dinosaures, etc. Donc ça c'est déjà assez sympa. Et si vous le suivez donc surtout sur Instagram, hein, vraiment vous verrez tout ça. Lui-même il continue à travailler. Hein, là, il travaille chez Spectral Motion en ce moment, et dans son temps libre, il sculpte aussi des dinosaures. Génial. Et il montre toutes les étapes les unes après les autres, etc. Et puis, alors c'est pas, il y a pas d'écran et tout, mais il peint aussi Shannon. C'est lui qui avait fait par exemple les couvertures de Sutter Kane dans l'Antre de la folie, par exemple. Et il vend aussi ses œuvres, et notamment en t-shirt. J'en porte un très beau. Et c'est chouette. En fait, moi j'aime bien ces dessins à Shannon parce que c'est moins fin et c'est moins précis que les dessins de Crash McCreary, qui était le designer officiel du premier Jurassic Park. Mais il y a un côté un peu plus enfantin, en fait, très appliqué en fait dans ces dessins qui moi me touche beaucoup, en fait, que j'aime bien. Et voilà. En plus, si vous voulez vous payer un joli t-shirt de dinosaure, c'est de qualité. Et si Voilà. est-ce qu'il y a un code promo si on tape Juju du Bon, probablement. Vous dites que vous m'appelez de
de ma part, et puis voilà. Ok, très bien. On prend note. Perrine, tu as noté. Et je pense que lui, il va être comme Perrine, il va aimer Fallen Kingdom. ça va me décevoir, mais c'est pas grave. Perrine, Tarako. Au-delà de potentiellement l'expo avec Trix le T-Rex au Jardin des Plantes qui a démarré aujourd'hui. Tout à fait. À l'heure où nous enregistrons. Oui, voilà. Enfin, là, nous enregistrons le 6 juin. Tout à fait. Gros spoiler. Voilà, il y a ça à aller voir. Mais sinon, je pensais à un film qui est Splice de Vincenzo Natali. Qui date de 2000, je viens juste de regarder en plus, c'est honteux, 2009 j'ai envie de dire, et pour le coup ce que j'aime bien, enfin le lien que je fais entre les deux films qui n'ont rien à voir, c'est n'ont rien à voir en termes de budget tout simplement, c'est cette idée de parler de la technologie, du génome, de la biotechnologie, et à quel point les dérives sont faciles, et à quel point quand on touche à l'humain, etc., et le mélange des espèces, il y a des questions de spécisme, il y a des questions de limitation du pouvoir de l'humain, et qui moi m'intéressent, et qui sont en sous-texte, enfin en sous-texte pas du tout, c'est même en gros, c'est en très très gros dans le film, mais moi je trouve que c'est justement ce qui est intéressant. Je lui demande pas d'être subtil, il l'est pas, mais il y a un gros côté charnel en plus qui est intéressant, je trouve, dans Splice complètement. Alors ce que je veux dire dans Jurassic World, c'est pas subtil non plus cette histoire de dans Jurassic Park, c'est pas que c'est subtil, c'est que c'est bête. On va pas refaire l'émission. En plus, si je commence à dire ce que je pense de Splice... on veut pas. Et donc... Mais pour le coup, voilà, dans Splice, il y a quelque chose de vraiment beaucoup plus charnel, de beaucoup plus Cronenbergien, évidemment. Mais voilà, je rapprocherai ces deux films juste pour ces thématiques-là, alors qu'en réalité, ils n'ont pas grand-chose à voir. Ne les rapproche pas. Mais en soi, et moi, j'avais beaucoup aimé Splice à l'époque de sa sortie. Dit-elle en regardant Stéphane avec un air de défi, mais tu ne diras pas ce que tu en penses, Stéphane. On regardera ça pour une autre fois. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Stéphane, à la technique qui a appuyé sur le bouton. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.